Bonjour à tous, merci beaucoup de vous connecter donc sur ce webinaire, le nouveau webinaire de la FPBN section SOPSI, sommeil et psychiatrie, avec aujourd'hui un sujet d'actualité, hein, l'insomnie dont on parle beaucoup grâce aux nouvelles thérapies, hein, que ça soit sur le plan psychothérapeutique, que ça soit sur le plan pharmacologique. C'est un champ qui bouge énormément. Et là, aujourd'hui, originalité aussi de finalement recouper deux champs très importants dans la médecine du sommeil, dans la médecine en général, qui est le champ de l'insomnie, qui est la principale plainte, et le champ de la chronobiologie, qui touche l'ensemble des champs de la médecine, y compris celui du sommeil. Et vous verrez que finalement, les liens entre le champ de l'insomnie et le champ de la chronobiologie sont tout à fait prometteurs, à la fois pour mieux comprendre la physiopathologie, mais aussi pour mieux traiter. Et pour couvrir ce sujet-là, nous avons deux spécialistes internationaux de la question, le professeur Patrice Bourgin de Strasbourg, qui est chef de service du service de sommeil et de chronobiologie de l'hôpital de Strasbourg, et qui est aussi chef d'équipe de recherche au CNRS à l'INSI, qui nous parlera de la place de l'horloge, de la lumière et de la mélatonine dans l'insomnie. Et par la suite, on aura juste après, et on prendra donc 20 minutes pour chaque intervention et 20 minutes d'échange à la fin. Et d'ailleurs, vous avez un chat sur le côté où vous pouvez poser toutes vos questions. Et vous voyez, il y a un petit onglet qui s'appelle questions. Et on répondra à ces questions tous les trois à la fin. La deuxième intervention, c'est la docteure Julia Marouani, que vous connaissez aussi probablement, qui est médecin du sommeil, très bientôt maître de conférence, au Centre Chronos à Paris, GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, et à l'hôpital Bichat de la PHP, qui, elle, va nous traiter plutôt des aspects chronothérapeutiques, donc des aspects de traitement. Voilà, donc merci beaucoup à tous les deux, et sans plus attendre, donc on commence par le professeur Patrice Bourgin. Merci. Merci Pierre-Alexis. Donc là, je pense que j'ai la main, normalement. Donc voilà. Donc oui, donc mon topo aujourd'hui, c'est plutôt déjà d'introduire une partie qui est plus physiologique et physiopathologique, pour bien comprendre en fait les mécanismes de régulation du sommeil, en particulier les mécanismes chronobiologiques, comment ils peuvent intervenir dans l'insomnie, et surtout vous donner une base pour ensuite bien comprendre l'effet des traitements, l'effet de ces chronothérapeutiques que Julia va donc aborder dans un deuxième temps, et qui nécessite une bonne compréhension physiopathologique pour les adapter au mieux. Donc, ces mécanismes, alors l'insomnie déjà, donc bon, vous savez tous qu'elle a une prévalence qui est très élevée, qui est plus forte chez la femme, qui augmente avec l'âge. Alors, une étude assez récente, en 2024, publiée en 2024 sur l'insomnie en Europe, c'est ça qui est intéressant. Donc, ça montrait qu'effectivement, il y avait 27% dans l'année qui précédait l'enquête de plaintes d'insomnie, avec 6% de troubles insomnie chroniques. Donc, c'est quand même une prévalence qui est très élevée. Et quand on parle effectivement d'insomnie chronique, ce qui vous intéresse, donc c'est effectivement une insomnie qui va être caractérisée par une plainte qui présente au moins 3 nuits par semaine pendant plus de 3 mois, avec surtout des troubles qui vont être aussi bien de jour que de nuit. Et ça, c'est important, et déjà, ça renvoie en fait à la chronobiologie, au mécanisme de régulation du sommeil, parce qu'on ne peut pas raisonner en termes de sommeil sans raisonner en termes d'éveil de la journée. Il y a vraiment un lien direct entre les deux. Et voilà. Et dans le cadre de la définition de l'insomnie, des classifications actuelles, c'est pareil, il faut prendre en compte en fait les symptômes et le retentissement diurne également. Alors, ensuite, quand Julia parlera de ces différents traitements, quand on va parler de ces mécanismes de régulation, il faut aussi prendre en compte évidemment que, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais que, il y a différentes classifications, mais on peut aussi déjà classer les insomnies selon la répercussion sur le sommeil, avec soit une difficulté plutôt sur l'endormissement, plutôt des éveils intra-sommeil, donc le maintien du sommeil, ou plutôt des réveils précoces. Et ça renvoie aussi à des mécanismes chronobiologiques différents, en sachant que dans la vie réelle, c'est quand même un peu plus compliqué, parce que souvent, et au cours de l'évolution du trouble d'insomnie,
il va y avoir un petit mélange souvent un peu des trois, ou selon les périodes, avec comme sur cet agenda de sommeil, vous voyez donc en assurer effectivement les périodes de sommeil, vous voyez que effectivement l'endormissement peut être trop tardif, il peut y avoir un sommeil très déstructuré, des éveils intra-sommeil ou des réveils précoces. Donc voilà, alors tout ça aussi, effectivement, c'est dû à une perturbation des mécanismes de régulation du sommeil. Quels sont ces mécanismes de régulation du sommeil? Bon, déjà, le mécanisme circadien ici, à savoir qu'il y a une horloge qui définit un rythme circadien qui est donc entraîné par différents synchroniseurs, dont la lumière. La mélatonine, qui va être importante également, notamment sur le plan circadien, et puis un aspect homéostasique, à savoir que au cours de la journée, on accumule de la fatigue, on accumule une pression de sommeil de manière exponentielle, et cette pression de sommeil est libérée au cours de la nuit qui suit, et finalement, la quantité de sommeil qu'on perd la journée, il faut la récupérer la nuit, selon une régulation homéostasique, selon un certain seuil. Alors, tous les modèles actuels encore sont beaucoup basés sur ces deux mécanismes de régulation, avec un modèle qui date pourtant de 82, et que, je propose de faire évoluer avec ce modèle-là, même s'il est encore beaucoup trop simple. On a toujours le même double mécanisme, mais en plus, on a un rôle de la lumière. Aujourd'hui, on sait qu'il est très important et qu'il est plus complexe. Non seulement elle entraîne l'horloge, elle influence l'homéostat. Je ne veux pas tellement en parler aujourd'hui, on a beaucoup de données en publication. Et elle exerce aussi une influence directe sur la veille, sur le sommeil, sur l'humeur, sur plein de paramètres. Et ces mécanismes sont également très importants à prendre en compte. Alors, on va aborder chacun de ces mécanismes l'un après l'autre pour comprendre, pour avoir une base physiologique adéquate. Donc déjà, le mécanisme circadien, vous le savez tous, c'était découvert au départ chez l'homme, avec des expériences donc en grotte. Donc en l'absence de repères circadiens, ce qu'on fait aujourd'hui dans des plateformes de recherche comme la nôtre, par exemple, en mettant les gens dans des chambres, en l'absence de repères circadiens. Donc voilà, là c'est Michel Siffre, et puis ça a permis de révéler qu'en fait, il y avait bien une période veille-sommeil, mais avec une période qui était un peu plus longue que 24 heures, ce qui fait que le sujet se décale de jour en jour un tout petit peu. Les études plus récentes montrent même que c'est un petit peu plus déstructuré. Donc voilà, il y avait bien une horloge quand même qui était une période du rythme qui était proche de 24 heures, comme vous pouvez le voir là. Et ce rythme, il est généré par quoi? Alors, il est généré par des cellules dans les noyaux suprachiasmatiques, donc qui sont situés à ce niveau-là, et c'est généré par un mécanisme moléculaire, en fait, avec une base génétique, donc, à savoir qu'il y a des boucles de rétroaction de gènes qu'on appelle donc des gènes d'horloge, et ces boucles de rétroaction arrivent finalement à un rythme qui est très proche de 24 heures, et donc qui est un rythme circadien. Et ensuite, il va y avoir l'output de l'horloge qui va donc aller influencer différents paramètres. C'est ce qu'on voit ici. Alors, vous voyez très bien ici, donc ça c'est le rythme endogène, par exemple, tous les journaliers là, de l'activité rythmique donc, de ces cellules des noyaux suprachiasmatiques. Mais après, ce qui est important aussi à considérer, c'est qu'on a une horloge principale dans les noyaux suprachiasmatiques, mais elle va coordonner aussi toutes les horloges périphériques. C'est-à-dire qu'on a des horloges dans tous les tissus. Ce qui explique, par exemple, que, effectivement, il faut aligner tous les rythmes biologiques pour que ça se passe bien. Par exemple, là, vous avez de la mélatonine qui est libérée donc la nuit, mais ça doit être en phase avec une chute de température centrale la nuit et en phase, par exemple, avec un niveau très très bas de cortisol, par exemple, en soirée et qui va augmenter en fin de nuit et le matin. Et par exemple, ça doit être très bien coordonné pour pouvoir dormir. Si votre mélatonine n'est pas synthétisée au bon moment, ça se passera mal. Si votre température centrale est complètement décalée, ça se passera mal. Si vous avez du cortisol en début de nuit, ça se passera mal. Et effectivement, ça favorisera une insomnie. Donc, des horloges périphériques dans tous les tissus. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on dit des horloges périphériques, il y en a aussi dans le cerveau. Par exemple, là, on a publié récemment dans Nature Communication l'importance de l'horloge moléculaire dans le cortex préfrontal dans la dépression. On a un deuxième papier, même qu'on envoie sur le rôle de ces gènes d'horloge dans la dépression dans Molecular Psychiatry.
Et c'est pour dire que même dans le cerveau, si vous voulez, ces horloges périphériques sont très importantes. Et même dans le cadre de l'insomnie, bon, je ne peux pas aller dans des détails aussi pointus, mais ça vous donne quand même une vision d'ensemble. Alors, en termes de sommeil et d'éveil, ça se traduit par quoi? Alors, nous, on peut l'étudier avec nos chambres chronobiologiques. Par exemple, on met des sujets sains, comme ici. Alors, ils viennent, ils passent une journée, une nuit de sommeil, et puis après, pendant 40 heures, en dim light, avec un environnement complètement contrôlé, température, bruit, tout. Donc, ils sont en isolement temporel complet. Et là, ils ont l'occasion de faire des siestes de manière répétée. Ils n'ont aucune accumulation de pression de sommeil et puis la nuit de récupération. Et si on regarde juste la figure du haut, par exemple, on voit que c'est la latence de sommeil lors des siestes, c'est-à-dire la propension finalement à s'endormir. Alors effectivement, la propension à s'endormir, elle est maximum la nuit. Et vous voyez que la journée, il y a une résistance de plus en plus importante à l'endormissement, dans le sens où la latence est de plus en plus longue. Et ça, c'est le rythme endogène veille-sommeil, réellement, sans influence de l'environnement. Et on voit que finalement, le système circadien permet de rester éveillé en fin de soirée quand on a accumulé de la fatigue, quand on a accumulé de la pression de sommeil. Et tout ça doit être bien calé, évidemment. Alors, ce système circadien, cette horloge, la période est un peu plus de 24 heures, il faut la caler sur 24 heures, il faut l'entraîner. Donc, c'est la lumière qui va être le principal synchroniseur, mais pas que. Ça va être évidemment les horaires de prise alimentaire et puis évidemment quand même les interactions avec, sociales avec l'environnement. Éventuellement, des thérapeutiques peuvent influencer quand même l'horloge. Et cette horloge, finalement, elle va influencer notre veille, notre sommeil, mais aussi beaucoup d'autres paramètres, hein, l'humeur, et donc plein de paramètres physiologiques. Et donc, effectivement, si vous avez un gros désordre circadien dans le cadre d'une insomnie ou autre chose, vous aurez une répercussion qui sera aussi bien comportementale que physiologique à plein de niveaux différents. Et encore un autre aspect à très bien prendre en compte, c'est qu'il y a une variabilité interindividuelle, comme elle est mise ici sur ce schéma qu'on va voir là. Alors cette variabilité interindividuelle, c'est quoi finalement? On a un rythme donc endogène, et puis on peut être plus du soir, ou on peut être plus du matin, se réveiller plus tôt et aller au lit plus tôt le soir. Donc ça varie aussi avec l'âge. Donc avec l'âge, là par exemple, on voit les sujets du matin sont en bas, les sujets du soir sont en haut. On voit qu'à l'adolescence, le rythme se décale, là jusqu'à 20 ans pour être plus tardif. Ça pose, comme vous le savez, le problème des rythmes scolaires. Mais ce qui est très intéressant dans le cadre de l'insomnie, c'est qu'effectivement, il va y avoir une avance de phase avec l'âge. C'est même un marqueur de vieillissement très robuste. Et donc ça, il faut le prendre en compte, notamment dans l'insomnie du sujet âgé. C'est-à-dire, le sujet âgé ne va pas forcément se coucher aussi tard et se lever aussi tard que quand il avait 20 ans. Et effectivement, là, il doit y avoir une prise en compte de cet aspect. Ensuite, on n'a pas tous le même chronotype. Et quand on analyse une insomnie, il faut avoir effectivement, quand on la prend en charge, une idée du chronotype. Il y a une grande variabilité interindividuelle et elle est génétique. Meilleure démonstration de ça, c'est ça, par exemple. C'est-à-dire que si vous faites un petit patch de peau, vous mettez en culture vos fibroblastes, vous faites une transfection, vous pouvez suivre avec de la fluorescence l'expression des gènes horloges dans les cultures cellulaires. Vous aurez une période qui sera proche de 24 heures. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la période, vous allez pouvoir voir, par exemple, qu'elle suit de mère en fille. Ici, c'était de mère en fille. Donc, il y avait bien une transmission génétique, biologique pure, parce que là, vous êtes en dehors, vous êtes sur des cultures cellulaires. Et donc, on a un chronotype, il est aussi défini par notre patrimoine génétique. Et c'est important à prendre en compte. Si on prend par exemple un sujet ici, de 19 ans, qui vient en consultation pour une plainte d'insomnie. Il la présente vraiment comme une plainte d'insomnie. Il a eu un contexte de stress, notamment dans le cadre de ses études depuis 2 ans. Et il s'endort de plus en plus difficilement. Il se plaint d'être fatigué la journée, etc. Et en fait, quand on regarde cet agenda de sommeil, on voit qu'il s'endort très tard. Et puis, on voit que finalement, effectivement, il va se lever globalement très tard. Ce qu'on voit aussi sur cette actimétrie, en rose, donc ça va être effectivement quand il dort. Là, en noir, quand il est actif, après la journée, avec les périodes d'éclairage en jaune. Et puis,
on voit quand même qu'il se couche très tard et il se lève très tard. Et donc, ça pose la question du diagnostic différentiel entre l'insomnie d'endormissement et le retard de phase, où en fait, des mécanismes en fait, qui sont intriqués et donc qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, donc ça c'était l'aspect circadien. Rapidement sur l'aspect homéostasique, comme je vous ai expliqué, donc effectivement, on accumule de la pression de sommeil tout au long de la journée, et puis effectivement, on va récupérer pendant la nuit qui suit, voilà, très vite. Le problème, c'est que par exemple, dans l'insomnie, il ne faut pas trop faire la sieste. Pourquoi ? On le voit très bien ici. Là, vous faites la sieste, très rapidement, vous allez diminuer votre pression de sommeil. Ça va très très vite, puisque dès le début de nuit, vous allez faire un sommeil qui est récupérateur. Et du coup, après, bien sûr, la pression de sommeil va remonter. Vous faites la sieste en début d'après-midi. Après, elle remonte, mais elle ne remonte pas au même niveau. Si vous démarrez votre nuit à une pression de sommeil qui est beaucoup plus faible qu'elle devrait être normalement, c'est clair que ça va mal se passer sur le sommeil de nuit qui suit. Vous pouvez le voir ici, un agenda de sommeil. Donc, vous avez des siestes ici, et puis effectivement, vous aurez des éveils intra-sommeil, sieste, et puis endormissement plus tardif, donc un retentissement sur la nuit qui suit. Donc voilà, donc le processus homéostasique aussi, il faut bien le prendre en compte et garder toujours bien en tête qu'il faut une bonne qualité d'éveil pour avoir une bonne qualité de sommeil et vice-versa. C'est un cercle qui est vertueux et très vite on bascule dans le cercle négatif. On a une mauvaise qualité de sommeil, du coup on a une mauvaise qualité d'éveil, on est somnolent la journée et en fait on pérennise la chose. Alors ensuite, le troisième mécanisme dont je voudrais parler, c'est la lumière, et puis notamment des effets directs de la lumière. En particulier, ça, je ne vais pas tellement en parler, je n'ai pas le temps. Donc voilà, alors la lumière, elle est perçue au niveau de la rétine, elle est perçue par les cônes et les bâtonnets pour la vision, mais pas que pour la vision, en fait. Et puis elle est perçue par un photopigment qui ne participe pas vraiment à la vision, qui est la mélanopsine, qui est exprimée dans un sous-type de cellules ganglionnaires. Et ces cellules ganglionnaires sont particulièrement sensibles à la lumière bleue, parce que ce photopigment est sensible à la lumière bleue, et ces cellules ganglionnaires transmettent toute l'information lumineuse, finalement, non visuelle. Alors, il y a différents types de cellules à mélanopsine, je passe. Ces cellules donc, vont transmettre cette information lumineuse non visuelle. Vous voyez, ça ne va pas au cortex occipital pour la vision, hein. Ça va au noyau suprachiasmatique pour synchroniser l'horloge, mais aussi à plein d'autres structures. Ça va moduler, par exemple, la bénula pour l'humeur. Ça va moduler le système à orexine ou le système histaminergique pour l'éveil. Donc, ça va moduler, en fait, plein de réseaux neuronaux. Et ça, c'est effectivement hyper important. Il ne faut pas raisonner qu'en termes d'horloge quand on pense à la lumière. Quand on pense à la lumière aujourd'hui, on sait aussi que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait il y a 20 ans. Donc, en fait, quand on parle de lumière, il faut prendre en compte les différents paramètres d'exposition lumineuse. Quelle est la couleur de lumière ? À quelle heure on est exposé à la lumière ? Quelle intensité, quelle quantité finalement de photons on reçoit ? Et c'est une problématique aujourd'hui qui est très importante puisqu'on est exposé à énormément de lumière artificielle, à des moments pas toujours appropriés, souvent avec des LED, donc avec des couleurs de lumière très hétérogènes. Et ça, on a les données aujourd'hui qui montrent que oui, ça augmente la prévalence des troubles du rythme circadien et du trouble insomnie, trouble de l'humeur également. Donc, une répercussion importante parce qu'on sait que cette lumière, elle va avoir des effets bénéfiques et négatifs. Alors, ces effets. Alors déjà, un effet qui est circadien, c'est celui-ci. Vous avez de la lumière le matin, vous avez de la lumière le soir. Le matin, votre lumière, elle va avancer la phase du rythme circadien. Ça va vous permettre de vous coucher plus tôt, de vous lever plus tôt. Lumière le soir, si vous voulez vous décaler, c'est parfait, vous vous coucherez plus tard, vous leverez plus tard. C'est aussi un des effets liés aux écrans. Si votre écran reste très lumineux, ça va être un effet qui peut être puissant. Et on peut même modéliser cet effet de la lumière en fonction de l'horaire d'administration. Si on prend le minimum de température, on va dire qu'il est vers 3-5 heures du matin en fonction du chronotype. Et si vous mettez donc votre lumière après le minimum de température, vous allez avancer la phase du rythme circadien. Si vous mettez la lumière après le minimum de température, vous allez avancer la phase du rythme circadien. Si vous mettez donc la lumière avant le minimum de température, vous décalez la phase du rythme circadien. Donc voilà, donc un effet qui est circadien et puis
des effets donc, qui sont directs. Voilà. Alors, dans les effets directs, c'était toujours analysé avec des pulses de lumière. Donc, pour ça aussi que c'était pas mal négligé. Mais en fait, vous voyez, par exemple, dans ces travaux qu'on a fait dans notre plateforme de recherche, dans les chambres chronobiologiques, donc réalisés en particulier par Raphaël et Henri, ben avec le même type de protocole, vous avez vos sujets simples, ils sont exposés à de la lumière enrichie en bleu, comme ça, et puis ils ont le droit de faire des siestes entre, comme ça, pendant 40 heures. Ben, on voit qu'à chaque fois qu'ils sont exposés à de la lumière, ici, ben on voit qu'ils sont plus alertes. Là, par exemple, c'est sur des tests de performance, d'attention, mémoire de travail. On voit qu'ils sont plus performants, mais tout au long de la journée, tout au long de l'exposition, tout au long des 40 heures. Ce qui veut dire que cette lumière, elle va avoir un effet soutenu tout au long de la journée, ce qui est une notion nouvelle. Et ça veut dire qu'effectivement, dans le cas de l'insomnie, il faut un bon éveil la journée. Ça veut dire qu'en fait, il faut une bonne exposition lumineuse tout au long de la journée. Par contre, le soir, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des travaux notamment de l'équipe de Bâle de Christian Kajeren, ici de Myriam Mutsch dans l'équipe de Christian Kajeren, qui ont donc utilisé les lumières le soir, une exposition lumineuse le soir chez des sujets sains, de la lumière verte, de la lumière bleue, voilà, une condition contrôle, et puis ils montrent en particulier que donc il y a un retentissement sur le sommeil lent profond. Donc le sommeil qui est très profond, à ondes lentes, qui permet de récupérer avec donc un moins bon sommeil, par exemple ici, après une exposition à la lumière bleue. On a des données effectivement qui montrent clairement que la lumière agit sur le processus homéostasique de régulation du sommeil. Mais par contre, on a aussi des données qui montrent que c'est peut-être pas aussi simple que ça. À savoir que quand nos sujets sains ils sont exposés à la lumière bleue toute la journée et aussi le soir, ben nous, ce qu'on observe, qu'ils soient en privation de sommeil ou qu'ils soient sur des siestes multiples, on observe finalement le même pattern de sommeil de nuit. Je ne parle pas de l'endormissement parce qu'ils s'endorment plus tard. Mais le sommeil de nuit reste conservé. C'est une surprise. C'est une surprise qu'on a bien confirmée avec une étude qui est hyper contrôlée. Donc étonnamment, il y a un moins grand retentissement sur le sommeil de nuit que ce qu'on pensait. Par contre, il y a un retentissement sur l'endormissement et sur la synthèse de mélatonine. Vous voyez en gris là, la synthèse normale de mélatonine la nuit. Vous voyez là en gris, et vous voyez que dans tous les groupes, à chaque fois qu'il y a une administration de lumière bleue, vous voyez que la synthèse de mélatonine est décalée. Sinon, le profil est conservé, mais c'est décalé le soir, et vous allez décaler votre rythme circadien avec une exposition lumineuse, par exemple bleue le soir. Donc, vous aurez quand même un effet sur le rythme, mais plus que sur la qualité du sommeil de nuit. Donc, voilà. Alors, ça, c'était sur les effets de la lumière. Et le dernier volet dont il faut parler, quand même, pour tout comprendre des chronothérapeutiques dans l'insomnie, c'est la mélatonine, bien entendu, dont on parle tellement. Donc, voilà. Alors, la mélatonine, comme vous le savez, donc, elle est synthétisée la nuit, l'hormone de la nuit, et elle est synthétisée par la glande pinéale sous le contrôle de l'horloge. Donc, après une période de relais synaptique, voilà, l'horloge contrôle la synthèse au niveau de la glande pinéale et sous le contrôle également de la lumière. La lumière synchronise l'horloge, mais aussi la lumière va avoir un effet sur cette synthèse de mélatonine. Donc, toujours dans nos protocoles chronobiologiques, vous avez compris, là, il y a 40 heures de protocole. Là, c'est la nuit, en fait, expérimentale, mais avec des expositions de lumière enrichies en bleu ici, et le profil de mélatonine. Alors, quand les gens sont en dim light, vous voyez le profil de mélatonine normal en gris. Quand ils ont des pulses de lumière enrichis en bleu, la mélatonine à chaque fois chute pour remonter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre insomniaque, là, je ne montre pas d'agenda, je n'ai pas le temps, mais votre insomniaque qui se réveille la nuit, il a un éveil intrasommeil, il allume, il chute sa mélatonine, et il aggrave la symptomatologie, il aggrave la problématique, et donc il faut l'avoir en tête. Ensuite, la mélatonine a un rôle très important, effectivement, pour caler le rythme, pour le sommeil, donc dans le cadre de la physiopathologie de l'insomnie, et aussi, là encore une fois, il y a une influence génétique et liée à l'âge. On n'est pas égaux, il y a des très faibles sécréteurs et des forts sécréteurs. Quel impact ça a dans l'insomnie? On ne sait pas encore. Et cette influence est aussi génétique. Là, c'est un travail notamment d'Antoine Viola. Et en fait, en prenant des sujets en conditions hyper bien contrôlées, eh ben, il y avait des différences en fonction des polymorphismes du gène d'horloge PER3 et aussi des différences en fonction de l'âge. Donc voilà.
Donc, toujours sur la mélatonine, donc parce que bon, vous la prescrivez, par exemple, et voilà, elle est synthétisée la nuit. Et premier effet, le plus important de la mélatonine qu'il faut toujours avoir en tête, c'est l'hormone des rythmes. C'est-à-dire que c'est avant tout déjà un effet rétroactif sur les noyaux suprachiasmatiques et un effet donc sur l'horloge. Donc pour permettre de caler le rythme et de synchroniser ces différents rythmes biologiques circadiens. Et ça, c'est extrêmement important et c'est actuellement galvaudé. Ça se traduit aussi par quoi sur le plan thérapeutique? Par la chose suivante, c'est-à-dire que en fait, en fonction du moment où vous prenez de la mélatonine, vous allez soit décaler, soit avancer votre rythme. Si vous prenez la mélatonine plutôt en fin de nuit, vous allez avancer le rythme, vous allez décaler le rythme. Si vous la prenez plutôt donc là, ça dépendra de l'horaire pour avancer le rythme. Plus vous allez la prendre tôt, plus vous allez avancer le rythme. Donc, un effet qui va être important sur le rythme en fonction de l'horaire de prise de mélatonine. Donc, l'horaire de prise doit être très bien défini. Ensuite, la mélatonine, elle va avoir un effet qu'on appelle soporifique, c'est-à-dire qui facilite le sommeil. Cette fois-ci, c'est dépendant de la dose. Et là, c'est un travail de Kirsch à Bâle qui a montré en fait comment ça se passait. Quand vous prenez de la mélatonine, par exemple 5 mg, vous voyez ici, en thermométrie, qu'il y a une plus grosse élimination de chaleur au niveau des mains. On élimine beaucoup par les extrémités et le visage, donc là, c'est au niveau des mains. Il y a une très grande évacuation de chaleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une diminution de la température centrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un endormissement qui sera plus rapide, comme vous pouvez le voir ici sur cette courbe. Donc, en fait, bon, alors je passe, la mélatonine a plein d'effets. Et toujours dans le même cadre, donc si vous avez un insomniaque, ici sur cet agenda, il y a des éveils intrasommeil, vous pouvez les voir ici sur l'enregistrement polysomnographique également. Et en fait, ce qui se passe, c'est que soit il allume, soit il n'allume pas. Mais quand il va se réveiller la nuit, souvent il va y avoir un pic de cortisol. Et puis, s'il allume, même ici un tout petit peu, ça commence à baisser au niveau de la mélatonine. Et en fait, cette augmentation à chaque fois des pics de cortisol va en fait stimuler les systèmes d'éveil et aussi influencer au niveau de l'horloge et donc perturber, entretenir la physiopathologie de l'insomnie. Donc, en conclusion, Julia le reprendra, mais au niveau de la mélatonine, donc 2 grands types d'effets. Un effet chronobiotique qui est obtenu à très faible dose, qui est dépendant vraiment de l'horaire d'administration. Un effet soporifique où il nous faut une dose plus importante, qui est dépendant de la dose. Là, il faut une très faible dose. Là, il faut monter les doses pour avoir l'effet sur l'endormissement. Je conclue rapidement. En conclusion, donc, pour les différents systèmes de régulation, il faut bien comprendre, on vous parle toujours du système homéostasique et circadien. Il n'y a pas que ça. Il faut prendre les effets directs de la lumière, il faut une bonne exposition la journée, appropriée et respecter l'obscurité la nuit. Il faut que la mélatonine soit synthétisée au bon moment. Il faut un processus homéostasique qui soit respecté, sans trop de sieste, par exemple. Il faut une bonne accumulation de pression de sommeil la journée et un système circadien qui soit bien en phase et qui soit suffisamment ample. Et c'est le respect de ces différents mécanismes qui permet d'avoir un bon sommeil et un bon éveil la journée. Donc, une bonne coordination de ces mécanismes. Gardez en tête que la lumière, ça dépend du type de lumière. Elle peut être bénéfique et ça va être passionnant ce qu'elle va nous dire, Julia, sur la luminothérapie. Mais évitez la lumière bleue, verte le soir. Nous, on a des données qui sont en train de montrer que la lumière rouge est intéressante. La mélatonine, gardez toujours en tête libération immédiate versus libération prolongée. Julia va en parler. Et puis aussi, voilà, on a parlé d'insomnie, mais en fait, quand on parle d'insomnie, très souvent, il y a quand même des comorbidités. Donc, il faut évaluer s'il y a un problème circadien, un trouble du rythme circadien, les comorbidités psychiatriques, évidemment. Et puis, concernant la luminothérapie, juste, je voudrais vous alerter, on a des choses en cours qui vont sortir dans l'année, dans les 2 ans. Une étude de 239 patients sur la luminothérapie versus lumière contrôle placebo. Il n'y a pas d'équivalent dans la littérature de loin. Ça va vraiment permettre de répondre définitivement à la question, plus des études proof of concept sur des paramètres très spécifiques de lumière pour aller plus loin sur des lumières qui seraient plus appropriées pour traiter l'insomnie. Voilà, je voudrais juste remercier mon équipe. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci.
Merci beaucoup Patrice, effectivement c'était vraiment passionnant. J'imagine il y a déjà des questions qui ont été posées. Moi j'ai déjà eu une question, mais n'hésitez pas à poser vos questions suite à cette communication. On enchaîne tout de suite et on laissera au moins 10 minutes à la fin, 10-15 minutes, ce serait bien. Voilà. Donc maintenant le docteur Julia Maroni sur la chronothérapeutique et l'insomnie, les recommandations et perspectives. Merci beaucoup Julia, à toi. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc moi je vais vous parler des chronothérapeutiques dans la prise en charge du trouble insomnie. Donc qu'est-ce que c'est que les chronothérapeutiques? C'est l'ensemble des traitements qui agissent sur notre horloge biologique, qui vont permettre de réguler nos rythmes, notamment veille-sommeil. Et donc je vais vous présenter où en sont les recommandations pour la prise en charge du trouble insomnie. Donc les recommandations, mais aussi les perspectives. Donc Patrice l'a rappelé, mais l'insomnie, c'est une plainte qui touche 30% de la population générale. Quand on parle de trouble insomnie, c'est un peu de moins de 10% de la population générale. C'est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, et c'est plus fréquent chez les sujets âgés. Donc c'est un trouble qui est une pathologie des 24 heures, à la fois une pathologie nocturne et diurne. C'est un trouble chronique qui se manifeste par des symptômes diurnes, avec une souffrance cliniquement significative qui altère le fonctionnement en journée de la personne, des symptômes nocturnes avec une plainte de sommeil qui peut être soit une difficulté à initier le sommeil, soit une difficulté à maintenir le sommeil, soit un réveil matinal avec une incapacité de se rendormir. Ces symptômes doivent être présents plus de 3 nuits par semaine, pendant plus de 3 mois, et ne doivent pas être mieux expliqués par un autre trouble, comme un trouble psychiatrique ou un autre trouble du sommeil. Donc, les recommandations européennes sur la prise en charge du trouble insomnie sont sorties en 2023. Et qu'est-ce qu'elles préconisent? Déjà, elles préconisent que le trouble insomnie doit être traité activement à chaque fois qu'il se présente, avec un niveau de recommandation de grade A, donc très élevé. Et en présence de comorbidité, le jugement clinique doit décider si l'insomnie ou la condition comorbide doit être traitée en premier ou si les deux doivent être traités en même temps. La thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, c'est le traitement de première intention chez les adultes de tout âge et indépendamment des comorbidités, et ça c'est un niveau de recommandation de grade A, donc très élevé. Elle peut être dispensée soit en personne, soit numériquement. Et les deux ingrédients les plus actifs de la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie sont la restriction du temps passé au lit et l'association nuit-sommeil, c'est-à-dire le contrôle du stimulus. Et enfin, ce que montrent aussi les recommandations, c'est qu'il y a deux chronothérapeutiques, la luminothérapie et l'exercice physique, qui sont utiles en tant que thérapie complémentaire à la TCCI avec un niveau de recommandation élevé de grade B. Alors, si la TCCI n'est pas assez efficace pour traiter le trouble insomnie, les recommandations européennes préconisent une intervention pharmacologique et elles préconisent 4 classes thérapeutiques, des benzodiazépines, des dérivés de benzodiazépines, à court terme, moins de 4 semaines. Donc ça, c'est un niveau de recommandation de grade A, donc très élevé. Des antidépresseurs sédatifs, encore une fois qu'on peut utiliser sur le court terme à faible dose, mais c'est une utilisation hors AMM avec un niveau de recommandation de grade B. Des antagonistes des récepteurs à l'orexine, dont l'utilisation peut aller jusqu'à 3 mois, donc avec un niveau de recommandation de grade A. Et enfin, on peut également prescrire de la mélatonine à libération prolongée chez les patients de plus de 55 ans, et aussi à plus long terme jusqu'à 3 mois, et donc avec un niveau de recommandation de grade B. Et donc, comme l'a rappelé le professeur Bourgin, la mélatonine, c'est une chronothérapeutique qui agit sur notre horloge biologique. Ce qui n'est pas recommandé, ce sont les antihistaminiques, les antipsychotiques, la mélatonine à libération immédiate qui est une chronothérapeutique et les plantes et les phytothérapeutiques. Donc finalement, ces recommandations européennes préconisent l'utilisation de 3 chronothérapeutiques dans la prise en charge du trouble insomnie avec un niveau de recommandation élevé, donc de grade B. Et donc maintenant, je vais vous présenter les études sur lesquelles s'appuient ces recommandations. Donc déjà, pour la luminothérapie, ces recommandations s'appuient essentiellement sur une méta-analyse qu'on a réalisée en 2023. Donc c'est une méta-analyse qui a comparé l'efficacité de la luminothérapie dans le trouble insomnie à un placebo. Et ce que montre cette méta-analyse, c'est que la luminothérapie dans le trouble insomnie permet une amélioration significative du temps d'éveil nocturne après l'endormissement, aussi bien mesuré avec une montre d'actimétrie, avec une réduction de 11,2 minutes du temps d'éveil nocturne, que par un agenda du sommeil avec une réduction de 36,4 minutes. En revanche, la luminothérapie dans le trouble insomnie ne permettait pas d'améliorer la latence d'endormissement, la durée totale de sommeil et l'efficacité du sommeil.
Donc cette méta-analyse a inclus beaucoup d'études qui étaient assez hétérogènes sur le moment d'exposition à la luminothérapie, la durée d'exposition, l'intensité lumineuse, le spectre lumineux. Mais cependant, cette méta-analyse a permis de délivrer des recommandations de prescription, déjà sur le moment d'exposition. Effectivement, en fonction du profil d'insomnie, on va pouvoir déterminer à quel moment on peut exposer les patients. Donc, pour une insomnie d'endormissement, ce que préconise la méta-analyse, c'est plutôt une exposition matinale, car l'exposition matinale permet d'avancer les rythmes veille-sommeil. Pour une insomnie associée à des réveils précoces, ce qui est préconisé, c'est plutôt une exposition en soirée pour retarder les rythmes veille-sommeil. Et pour une insomnie de maintien, on peut exposer soit en journée, soit le matin, puisqu'il n'y a pas d'effet circadien. Cette méta-analyse était appuyée aussi des études qui étaient très hétérogènes en termes de durée d'exposition, mais préconisait une exposition entre 20 minutes et 4 heures, et en termes aussi d'intensité lumineuse. Donc, une seule étude parmi la méta-analyse montrait qu'il y avait un effet dose dépendant, et finalement, l'intensité lumineuse va aussi dépendre de la durée d'exposition, et ce qui est préconisé, c'est plutôt 30 minutes à 10 000 lux ou 60 minutes à 5 000 lux. Enfin, pour ce qui concerne le spectre lumineux, donc ça va dépendre aussi du profil de l'insomnie. Pour l'insomnie d'endormissement, on va pouvoir exposer le patient à la lumière blanche ou enrichie en lumière bleue, donc le matin, comme vous aurez compris. Pour l'insomnie de maintien, à une lumière blanche ou enrichie en lumière bleue, le matin ou le midi. Et enfin, pour une insomnie avec réveil précoce, on va pouvoir exposer le patient à la lumière blanche ou enrichie en bleu en journée, à une lumière blanche non enrichie en bleu en soirée. Et surtout, pour quel que soit le profil d'insomnie, pas de lumière enrichie en bleu en soirée, puisque comme l'a rappelé le professeur Bourgin, la lumière enrichie en bleu en soirée diminue le taux de sécrétion de mélatonine, retarde activement le début de sécrétion de mélatonine et a un impact sur la macrostructure du sommeil et notamment sur la quantité d'ondes lentes. Alors, en conclusion, la luminothérapie en monothérapie est un traitement efficace dans le trouble insomnie. Les caractéristiques de la lumière vont devoir être explorées plus spécifiquement dans les prochaines études, mais va dépendre toujours de la typologie de l'insomnie d'endormissement ou associée à des réveils précoces ou à l'insomnie de maintien. Donc maintenant, le niveau de preuve de l'exercice physique, on a vu qu'il y avait un niveau de preuve élevé avec un niveau de recommandation de grade B. Et donc ces recommandations s'appuient aussi essentiellement sur une méta-analyse qui a été réalisée en 2024, donc qui a comparé différentes modalités d'exercice physique à un groupe placebo chez 1233 patients qui ont un trouble insomnie. Et ce qu'a montré cette méta-analyse, c'est que l'exercice physique permettait une diminution du temps d'éveil nocturne, une amélioration de l'efficacité du sommeil mesurée objectivement par des montres d'actimétrie ou par polysomnographie. Et ce qu'a montré également cette méta-analyse, c'est qu'il y avait, chez les patients qui avaient de l'exercice physique, une amélioration de la qualité du sommeil, du temps total de sommeil et une diminution de la latence d'endormissement mesurée subjectivement. Alors, ce qui était aussi intéressant dans cette méta-analyse, c'est que cette méta-analyse montrait que l'effet de l'exercice physique augmentait avec l'intensité de l'intervention, c'est-à-dire que plus l'intensité de l'exercice physique était élevée, plus son effet thérapeutique était important, notamment sur le temps d'éveil nocturne, sur l'efficience du sommeil, sur la qualité du sommeil, sur la durée totale de sommeil et sur la latence d'endormissement. Elle montre également que l'effet augmentait avec l'âge moyen des participants, c'est-à-dire qu'un effet thérapeutique plus important a été observé dans les études chez les participants avec une moyenne d'âge plus élevée, et notamment sur, encore une fois, le temps d'éveil nocturne, l'efficience du sommeil, la qualité du sommeil, la durée totale du sommeil et la latence d'endormissement. Et enfin, l'exercice physique avait un effet thérapeutique plus important chez les femmes, et notamment sur leur temps d'éveil nocturne, la qualité du sommeil, la durée totale de sommeil et la latence d'endormissement. Donc, en conclusion, l'exercice physique est un traitement du trouble insomnie. Il faut encore qu'il y ait plusieurs études pour définir bien le moment, l'intensité, la durée, mais ce qui a permis de préconiser cette méta-analyse, c'est 2 modalités d'exercice physique, soit 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, et ça peut être par exemple 30 minutes de marche par jour, 5 jours sur 7, soit 75 minutes d'activité physique intense, et ça peut être par exemple 3 sessions de 25 minutes de course. Alors maintenant, pour ce qui est de la mélatonine, alors quel est le niveau de preuve de la mélatonine à libération prolongée dans le trouble insomnie? On a vu qu'il y avait un niveau de recommandation élevé, donc de grade B.
Et ces recommandations s'appuient sur une méta-analyse qu'on a réalisée en 2023 qui montrait que la mélatonine à libération prolongée prescrite sur une courte durée est efficace sur l'efficacité du sommeil et sur la latence d'endormissement, aussi bien mesurée subjectivement qu'objectivement. Que chez les patients de plus de 55 ans, il y avait aussi une taille d'effet élevée de l'efficacité de la mélatonine à libération prolongée sur une courte durée de prescription. Sur l'efficience du sommeil, il y avait aussi une efficacité sur la latence d'endormissement mesurée subjectivement et objectivement. En revanche, on n'a pas pu montrer l'efficacité de la mélatonine à libération prolongée prescrite sur une courte durée sur les autres paramètres du sommeil, comme la durée totale du sommeil, les éveils nocturnes, la qualité du sommeil. On n'a pas pu montrer qu'il y avait un effet dose ou durée, même si la majorité des études étaient significatives, avaient évalué un dosage de 2 mg de mélatonine à libération prolongée. Et enfin, le nombre d'études était insuffisant pour évaluer l'efficacité de la mélatonine à libération prolongée sur le long terme. Cependant, il y a 2 études qui ont montré une efficacité de la mélatonine à libération prolongée sur le long terme. Une première étude de Wade parue en 2010 qui a regardé l'efficacité de la mélatonine à 3 semaines, mais aussi sur 6 mois dans 2 groupes de patients, ceux qui avaient une excrétion urinaire de mélatonine faible et les patients de plus de 65 ans. Ce qui a montré que cette étude, c'est que la mélatonine à libération prolongée était efficace à 3 semaines et que ses effets se maintenaient dans le temps, même augmentaient dans le temps pour atteindre une phase de plateau vers 3 mois. Et une autre étude qui a regardé aussi l'efficacité de la mélatonine à libération prolongée à 2 mg à court terme, mais aussi à long terme, qui a montré que la mélatonine à libération prolongée était efficace aussi bien dans le groupe de patients de 18-80 ans que les patients de 55 à 80 ans sur le court terme et le long terme. Il y a juste le groupe de patients de moins de 55 ans où il n'y a pas eu de différence par rapport au placebo, mais avec là une limite importante qui était que le nombre de patients inclus était autour de 80, alors que dans les autres sous-groupes, il y avait environ 380 patients. Et enfin, une méta-analyse qui est parue en 2023 qui montre que la mélatonine à libération prolongée est le deuxième traitement le plus efficace après les antagonistes des récepteurs à l'orexine sur la latence d'endormissement et que c'est le traitement le mieux toléré. Donc ça, c'était pour la mélatonine à libération prolongée, donc qui est un traitement efficace dans la prise en charge du trouble insomnie. Qu'en est-il de la mélatonine à libération immédiate, donc il y a plus d'effets chronobiologiques. Ce qu'on a montré dans notre méta-analyse, c'est qu'il n'y avait pas d'efficacité de la mélatonine à libération immédiate prescrite sur 4 semaines sur l'efficacité du sommeil mesurée objectivement. Et que ce soit chez tout patient ou les patients de plus de 55 ans. Il n'y avait pas non plus d'efficacité de la mélatonine à libération immédiate prescrite sur moins de 4 semaines sur la latence d'endormissement, chez tout patient, quel que soit l'âge confondu, et chez les plus de 55 ans. Et en revanche, le nombre d'études était insuffisant pour évaluer l'efficacité de la mélatonine à libération immédiate sur tous les autres paramètres du sommeil. C'était aussi insuffisant le nombre d'études pour voir son efficacité sur le long terme. Et donc, la mélatonine à libération immédiate, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un traitement du trouble insomnie, mais c'est un traitement des troubles des rythmes circadiens, pour le coup, pour la mélatonine à libération immédiate, à un niveau de recommandation de grade A, pour le syndrome de retard de phase, pour le syndrome hypernique téméral et pour le jet lag avec un décalage horaire vers l'est. Alors maintenant, on a surtout évalué l'efficacité des chronothérapeutiques en monothérapie dans la prise en charge du trouble insomnie. Et maintenant, je vais vous présenter une étude qui va évaluer l'efficacité d'une combinaison chronothérapeutique plus thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie dans la prise en charge du trouble insomnie. Donc, c'est une étude qui a commencé en 2015 de Decker et Hall, qui a inclus 160 patients avec trouble insomnie et dont l'objectif est de comparer l'efficacité de la combinaison thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie délivrée de manière digitale, associée à une chronothérapeutique en monothérapie qui pouvait être soit la luminothérapie, soit le bain chaud, soit l'activité physique, versus l'efficacité d'une chronothérapeutique en monothérapie ou l'efficacité de l'ITCCI en monothérapie. Donc, leur efficacité va être comparée sur l'efficacité subjective du sommeil, qui était le critère vraiment de jugement principal, et sur les paramètres objectifs du sommeil via l'actigraphie. Donc, pour cette étude, les patients ont été randomisés dans 2 groupes. Des patients qui ont eu la TCCI digitale dans 4 premières semaines et des patients qui sont sur les attentes qui vont avoir la TCCI digitale entre 6 et 9 semaines. Et ensuite, chacun des 2 groupes va être randomisé
avec un traitement chronothérapeutique qui pourrait être soit la luminothérapie, soit l'activité physique, soit le bain chaud, soit un groupe placebo, un groupe ionisateur d'ion. Et donc, ces patients vont être évalués après les 4 semaines de traitement et à 10 semaines. Et donc, qu'a montré cette étude? La première chose, c'est que les chronothérapeutiques, peu importe le type de chronothérapeutique, que ce soit la luminothérapie, le bain chaud ou l'activité physique, permet une augmentation de l'efficacité du sommeil à 4 semaines par rapport à l'efficacité du sommeil basal, avec une augmentation de plus de 5,55%. Ce qu'a montré aussi cette étude, c'est que la combinaison chronothérapeutique plus thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie digitale est plus efficace qu'une chronothérapeutique en monothérapie, en permettant une augmentation de 6,69% de l'efficacité du sommeil. Donc les chronothérapeutiques en monothérapie, quel que soit le type, sont moins efficaces que la combinaison ITCCI plus chronothérapeutique. Ensuite, ils ont regardé dans le groupe de patients qui ont eu la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie délivrée de manière digitale pendant les 4 premières semaines. Ils ont l'efficacité du sommeil, donc ils ont comparé 2 groupes, ceux qui ont eu l'ITCCI seul, donc en monothérapie, versus ceux qui ont eu l'ITCCI plus la chronothérapeutique. Et ce qu'ils ont pu observer, c'est qu'à 4 semaines de traitement, la combinaison TCC plus chronothérapeutique n'est pas plus efficace que la TCCI seule sur l'efficacité du sommeil. En revanche, de manière intéressante, quand ils ont regardé les effets à 10 semaines, ils voient que l'effet de l'ITCCI seul n'est pas maintenu sur l'efficacité du sommeil, c'est-à-dire que l'efficacité du sommeil des patients chute à 10 semaines de traitement quand elle n'a pas été associée à la chronothérapeutique. En revanche, quand il y a la combinaison chronothérapeutique plus ITCCI, l'effet de la TCCI prescrit pendant 4 semaines se maintient. Et donc, il montre que l'ITCCI plus chronothérapeutique est finalement 2 fois plus efficace que l'ITCCI en monothérapie sur le long terme, sur l'efficacité du sommeil. Et de la même manière, il montre que la combinaison ITCCI plus chronothérapeutique est 2 fois plus efficace que ITCCI en monothérapie sur le long terme, notamment sur la durée de sommeil, la latence d'endormissement et sur le temps d'éveil nocturne. Donc, en conclusion, l'ITCC, c'est le traitement de référence et de première ligne du trouble insomnie, que ce soit en face à face ou en numérique, que les traitements médicamenteux ont leur place dans la prise en charge du trouble insomnie, si la TCCI n'est pas efficace, que les chronothérapeutiques sont efficaces dans la prise en charge du trouble insomnie, mais ce qui est intéressant, c'est la combinaison de traitements TCC plus chronothérapeutique qui est plus efficace que chronothérapeutique seul ou que TCC seul. Et donc la perspective est vraiment à la combinaison chronothérapeutique associée à la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie et que l'enjeu c'est vraiment d'étudier les caractéristiques de manière plus précise des chronothérapeutiques, leur moment de délivrance, leur durée, l'intensité et tout cela en fonction du profil de l'insomnie. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Julia et j'invite aussi professeur Bourgin à remonter sur scène. Donc bravo pour ces 2 présentations et bravo Julia pour avoir vraiment donné un nombre d'informations tout à fait étonnantes et précises en un temps tenu. Donc vraiment bravo. Il y a déjà plein de questions et c'est super. Continuez à poser vos questions. Je voudrais juste une d'abord parce qu'il faudrait préciser, c'est-à-dire que Patrice, tu nous as montré que finalement la lumière bleue le soir, tu as plutôt dit que contrairement justement à ce que tu attendais, le sommeil de nuit était plutôt conservé. Mais quand tu dis ça, parce que tu n'es pas rentré dans le détail des figures, est-ce que c'est la durée, est-ce que c'est la qualité, est-ce que c'est l'architecture, est-ce que c'est la densité des ondes lentes ou du sommeil paradoxal? Si tu peux nous en dire un peu plus, parce que justement, juste après, Julia, tu disais effectivement, tu as rappelé que ça a un effet sur la mélatonine, son inhibition de sécrétion et sur le retard de phase, mais que ça atteignait la macrostructure, mais c'est pas forcément justement ce que Patrice observait. Donc ça, si vous pouvez nous préciser un petit peu, ça serait intéressant. Et je précise juste pour une des questions, quand on parle de sommeil de nuit, ben c'est par opposition au sommeil de journée, c'est-à-dire que parfois les gens peuvent dormir en journée, notamment faire la sieste. Et donc c'est voilà, Patrice précisait à chaque fois sommeil de nuit pour bien parler du sommeil nocturne de notre espèce et pas de ce qu'on peut avoir en journée. Patrice, je ne sais pas si tu peux préciser les résultats lumière bleue. Sur l'ensemble de la littérature, elle montre effectivement qu'il y a un effet éveillant de la lumière bleue. On l'a montré aussi dans d'autres études, etc. Donc effectivement, quand on a fait ce protocole, on s'attendait à ce que la lumière bleue qui était administrée toute la journée et donc jusque le soir, avec des pulses entre les siestes. On l'a fait aussi bien chez des patients
des sujets sains. En privation de sommeil, que j'ai des sujets sains, par exemple, qui étaient en sieste répétée, donc qui n'ont aucune pression de sommeil. Et ce qu'on a observé, c'est bien un retard de phase, bon ça c'est forcé, un retard de phase de sécrétion de mélatonine, puisque vous avez de la lumière bleue le soir, donc ça inhibe la synthèse de mélatonine, donc ça décale le rythme. Du coup, vous avez une latence d'endormissement qui est augmentée, donc ça, effectivement, on l'a. Mais après, quand on regarde vraiment le sommeil au cours de la nuit, ce qui est étonnant, c'est qu'on avait exactement les mêmes proportions des différents stades de sommeil, qu'on avait notamment le même taux de sommeil paradoxal, mais les mêmes taux de sommeil lent profond, c'est-à-dire le sommeil à ondes lentes, c'est-à-dire le sommeil qui permet de récupérer. Ça, c'était un peu contre-intuitif. Ça va un petit peu à l'encontre des travaux de Christian Kayoren à Bâle, qui est une équipe qui est super solide. Mais bon, voilà, nos travaux, ils sont quand même sur des groupes conséquents, dans des conditions hyper contrôlées, etc. J'ai eu écho aussi de 2-3 autres études qui, indirectement, ce n'est pas des études qui ont été directement, mais qui arrivaient plus ou moins à la même conclusion. Donc, c'est étonnant. Mais bon, ce qu'on peut dire, c'est que les effets sont un peu contradictoires. Il n'y a probablement pas des grosses tailles d'effets sur le sommeil lent profond, quoi. En tout cas, sur mélatonine et retard de phase, ça, c'est très démontré. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Le reste, c'est pas toujours retrouvé, donc probablement que les effets sont un peu moins forts. Alors, une question pour Julia, Elena, Maya. Donc, la mélatonine ne sert à rien sur une insomnie de maintien de sommeil. Oui, vous avez raison, c'est plus indiqué du coup sur une insomnie d'endormissement, la mélatonine à libération prolongée. Sur le maintien, c'est pas le traitement de référence. Déjà, le traitement de référence, c'est la TCCI. Et si on doit passer à une autre molécule, pour le coup, ça sera plutôt les antagonistes des récepteurs à l'orexine qui agissent bien sur le maintien de sommeil. Et les métanismes montrent assez bien ça. Donc voilà. Règle de remboursement de la mélatonine. Donc ça, c'est très clair, c'est très simple en 2 mots. Hein. La mélatonine, que ça soit dans sa forme médicament ou sa formation préparation, n'est pas remboursée actuellement, sauf chez l'enfant de 2 à 18 ans, dans certaines indications, autisme, syndrome de Smith-Magenis et certaines maladies génétiques. Et hors dehors de ça, ce n'est pas remboursé, c'est du hors AMM. Est-il possible de préciser la différence qu'il y a entre mélatonine à libération prolongée et mélatonine à libération immédiate, Julia? Alors, c'est 2 molécules qui ne vont pas avoir du tout la même délivrance. C'est-à-dire quand on prend la mélatonine à libération immédiate, il va y avoir un pic fort dans le corps qui va être très rapidement un signal pour notre horloge biologique pour réguler nos rythmes veille-sommeil, alors que la mélatonine à libération prolongée, sa délivrance va plus mimer notre sécrétion de mélatonine endogène nocturne. Donc, c'est essentiellement ça. Et donc, il y en a une qui va être plus utilisée à visée chronobiologique, la libération immédiate pour réguler notre horloge biologique, et l'autre soporifique pour entraîner l'endormissement. Pour le maintien de sommeil aussi, je voulais rajouter que la luminothérapie, c'est là qu'éventuellement elle aurait un intérêt également. C'est ça qui sortait dans le la méta-analyse. C'est ça qu'on a vu aussi dans d'autres protocoles et d'autres équipes, hein, même dans l'insomnie liée à avec maladie de Parkinson comme comorbidité. Dans différentes populations, il semble que c'est ce qui sort. Alors, il faut que les grosses études là qu'on a en cours le confirment. Mais a priori, il y aurait un effet à ce niveau-là. Très intéressant. Et c'est vrai que des fois, dans les pathologies neurodégénératives, on voit des effets de lumière qui sont là aussi, hein, parce qu'il y a des inversions des rythmes, il y a des perturbations chronobiologiques qui sont tout à fait majeures, hein, notamment dans la démence à Cordes-Lévy, où vraiment, là, c'est vraiment monstrueux en termes de taille d'effet. On a vraiment des résultats cliniques parfois qui sont vraiment très, très intéressants. Sur la TCC numérique, on a plusieurs questions sur ça. Alors, quel site sérieux pour nos patients? Eh bien, pas trop pour le moment, pour être tout à fait honnête, puisqu'il n'y a pas encore de niveau de preuve suffisant avec du coup de la TCCI numérique qui est remboursée par la sécurité sociale. Il y a plusieurs solutions qui apparaissent en France. Il y a Hello Better là qui arrive sur le marché. Il vous est possible de prescrire jusqu'à fin janvier sur Apthera, A2PTHERA. De prescrire cette TCCI en mode un peu test.
Ça va leur permettre, eux, d'avoir des données en vie réelle. C'est une solution d'Hellobetter qui est déjà disponible en Allemagne ou ailleurs. Il y a une autre solution par DNCare Noxea qui est en développement et auquel je participe, et ça qui devrait arriver en courant d'année 2025. Il y a probablement, ça c'est pour les deux solutions dont j'ai un peu connaissance, il y a probablement d'autres solutions de TCCI numérique qui arrivent. Et globalement, l'idée, pour répondre à la question d'après qui va dans le lien, c'est vraiment de développer par voie numérique de la TCCI. Donc la TCCI, il faut bien rappeler que c'est pas que de l'hygiène de sommeil, hein. L'hygiène, c'est un des composants. Il y a aussi tout ce qui est travail cognitif, travail comportemental, restriction du temps passé au lit, contrôle du stimulus, c'est la réassociation du lit au sommeil. Donc c'est un ensemble de composants de cette TCCI. Donc c'est très bien connu, c'est très bien codifié, le niveau de preuve est très solide. Et c'est ces éléments-là de la TCCI qui sont traduites après en format numérique. Mais le format numérique, c'est pas de la vie réelle, et donc ça doit être validé par des essais randomisés contrôlés, par des données en vie réelle. Et c'est pour ça que c'est pas encore complètement disponible en France, mais que ça arrive là en 2025. On va avoir plusieurs solutions qui vont apparaître, et c'est une bonne chose. Et peut-être et puis je vais laisser mes collègues répondre, mais pour continuer dans cette lignée-là avec Didier Ricard qui dit quelle différence existe entre TCCI numérique individuel ou en groupe de patients. Globalement, et c'est les recommandations qu'on a faites européennes, ce qu'on connaît dans d'autres pays anglo-saxons ou allemands ou autres qui ont ces différents dispositifs. En Allemagne, il y a 3 dispositifs de TCCI numérique remboursés. En Angleterre, il y en a 2. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup d'autres solutions qui existent à l'international. Globalement, la taille d'effet est pareille. TCCI en vie réelle ou numérique, c'est globalement pareil. Et ce qu'on montre dans le numérique, c'est que quand même, globalement, il faut que ça soit un peu guidé et pas full autonome. Guidé par de l'intelligence artificielle, par des algorithmes ou par un thérapeute, mais qu'il y ait quand même une certaine forme d'accompagnement, parce qu'il y a certaines solutions numériques où vraiment le patient est laissé à lui-même et s'auto-entraîne sur des trucs. Ça, globalement, ça a l'air de marcher un petit peu moins bien. Mais en tout cas, globalement, les résultats sont plutôt tous très bons. Je ne sais pas si, Patrice, tu veux compléter ou Julia? Oh non, tu as fait le point, là, c'était bien. Alors là, peut-être du coup pour toi, Patrice, bonjour. Pourriez-vous préciser à quoi correspond précisément ce critère d'insomnie dans le DSM? Les difficultés de sommeil surviennent malgré l'adéquation des conditions de sommeil. Que mettons dans l'adéquation des conditions de sommeil? Vous voulez que je réponde? Oui, en fait, j'ai toujours trouvé ce critère d'ailleurs ambigu. C'est assez marrant que vous posiez la question, puisqu'il faut effectivement un bon environnement de sommeil pour pouvoir dormir. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut une température qui soit adéquate, il ne faut pas qu'il y ait de bruit, il ne faut pas qu'il y ait de vibration, il ne faut pas qu'il y ait, etc. Mais après, c'est sûr que si vous dormez à côté de lignes de chemin de fer et que ça fait énormément de bruit et que le train va faire vibrer la chambre, j'exagère, mais voilà, c'est clair que vous allez aussi développer une insomnie à force, c'est-à-dire que même si vous allez vivre ailleurs, vous aurez probablement des difficultés de sommeil qui vont persister. Donc, il est très important de jouer sur, c'est dans les règles d'hygiène de sommeil, de jouer sur l'environnement pour être dans des bonnes qualités de sommeil. Et donc, voilà. Et dans le diagnostic différentiel, c'était vraiment que ce ne soit pas associé, soit pas expliqué par une autre pathologie, un autre problème, et qu'il y ait un environnement effectivement propice quand même pour l'endormissement. Vous voulez préciser au mieux? Non, c'est très bien. Moi, je pense, je suis d'accord avec toi. Et souvent, je rajoute ces histoires d'horloge, en fait, où effectivement, il y a un certain nombre de gens qui ont une pathologie de l'horloge, c'est-à-dire vraiment qui ont ce retard de phase. Et comme je dis toujours, les patients n'arrivent jamais en disant j'ai un trouble des rythmes circadiens, j'ai un retard de phase. Ils ont une plainte d'endormissement, ils ont une insomnie d'endormissement. C'est ça leur plainte. Et si nous on pense pas à l'horloge et possiblement au décalage de phase de cette horloge, on conclut à tort à de l'insomnie. Et ça, je pense que c'est aussi important de le rappeler. Peut-on repréciser le mode d'action de l'orexine dans l'insomnie? Alors ça, je vais y répondre parce que c'est vraiment un de mes sujets. Il faut savoir, donc l'orexine, l'idée au départ était très simple. On a une pathologie qui est la narcolepsie où il y a un déficit d'orexine. Quand on a un déficit d'orexine, l'orexine, son rôle, c'est de promouvoir la vigilance, de soutenir la vigilance. Et quand on a un déficit d'orexine, on a des défauts de vigilance.
et ça entraîne une maladie, une hypersomnie centrale qu'on appelle la narcolepsie. Donc l'idée, c'est de diminuer dans l'insomnie, qui est une sorte d'hyper-éveil, une pathologie d'hyper-éveil, de diminuer ce niveau de vigilance en antagonisant cette voie orexine. Après, l'orexine, vraiment dans l'insomnie, il n'y a pas forcément une augmentation de l'orexine dans l'insomnie. Alors, chez certains patients, il y a une augmentation de l'orexine, mais ça peut être la conséquence du fait d'être éveillé. Mais c'est pas le fait de trop consommer, vous voyez, il y a pas forcément, c'est pas forcément la cause, c'est pas forcément le fait de faire trop d'orexine. Par exemple, on va dire les patients insomniaques, c'est des patients qui souffrent de trop d'orexine, comme dans d'autres pathologies, etc. Ça, on n'a pas mis de lien vraiment direct montrant ça. Alors, il y a des études précliniques qui montrent que peut-être le firing des neurones à orexine peut être augmenté dans certaines populations, etc., etc. Bon, bref, c'est des études, tout ça un peu isolées, mais actuellement, ce qu'on sait, c'est que globalement, on va cibler cette voie de la vigilance pour diminuer la vigilance. Et c'est comme ça, c'est l'idée qu'on en a de l'effet daridorexant. Mais il y a encore plein de choses à étudier, à comprendre sur ces mécanismes. Je ne sais pas si Patrice, tu veux compléter ou Julia? Ouais, en fait, c'est un système d'éveil qui est upstream. C'est-à-dire, c'est vraiment un système d'éveil qui contrôle les autres systèmes d'éveil. Et effectivement, dans l'insomnie, ce qu'on pensait surtout, c'était plus le système noradrénergique, etc., qui était actif, qui allait entraîner cet hyper-éveil quand le sujet est réveillé la nuit, etc. Quand on agit sur l'orexine ou hypocrétine, en fait, on agit sur un système qui est au-dessus, donc effectivement, qui ne va pas aller activer les systèmes d'éveil. Mais on n'avait pas notion que l'hypocrétine, effectivement, était particulièrement hyperactive. L'orexine ou hypocrétine, c'est pareil. Les neurones orexine étaient hyperactifs dans l'insomnie. Même nous, avec Emmanuel Mignot, quand on avait fait quand on avait fait toute cette synthèse des dosages d'hypocrétine dans la narco, il y avait plein de groupes. Il y avait aussi un groupe insomniaque, par exemple. Le problème, c'est que c'est très difficile de voir qu'il y a une augmentation d'hypocrétine. Autant que vous avez des taux qui sont très très bas, comme la narcolepsie facile, autant de montrer une augmentation des taux, ça c'est plus compliqué. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas formellement dire qu'il n'y aurait pas une hyperactivité de ces neurones dans l'insomnie, mais ça n'a jamais été l'hypothèse. Plus que ça, après le daridorexant, c'est très bien, il marche, il a l'air très efficace. Donc voilà. Voilà, écoute, merci pour ce complément, on arrive à la fin. Alors, peut-être dernière question, je vois, merci pour toutes vos réponses et vos commentaires très sympathiques. Il y en a qui m'a beaucoup fait rire, synthétique, brillant, je me suis pas endormi, ce qui est rare à cette heure-ci, ça m'a bien fait rire. Alors, peut-être dernière question qu'on a, quant au réveil, la fatigue est plus grande qu'au coucher, quoi faire? Alors, il faut effectivement, dans ce cas-là, ça dépend à quelle heure elle réveille, faut voir. Donc, s'il y a une inertie du sommeil, ça peut être différentes choses. Ça peut être parce que effectivement, votre système circadien, vous vous réveillez en fin de période de nuit, en quelque sorte. Donc, vous avez une inertie du sommeil, vous êtes fatigué. Vous pouvez avancer un petit peu la phase, vous pouvez vous stimuler, vous mettez de la lumière le matin. Donc, ça va vous aider. Vous êtes actif, vous allez essayer de prendre votre petit déjeuner en sachant que, voilà, justement, ça peut être un signe d'un décalage de la phase circadienne si vous n'avez pas faim, etc. On peut avoir aussi une inertie du sommeil dans certaines pathologies du sommeil, comme par exemple l'hypersomnie idiopathique. Donc voilà, mais le message clé, c'est vraiment s'il y a une inertie très forte le matin, est-ce que c'est parce que le rythme est décalé? Est-ce que c'est parce que vous exposez la lumière le soir qui décale votre rythme? Est-ce que c'est parce que vous faites une activité physique à 10 heures du soir qui augmente votre température centrale et décale votre rythme, etc., etc. Donc bien réfléchir, est-ce que votre rythme est un peu décalé vers la droite ou pas? Ouais, et en complément aussi dire souvent, et moi j'avais appris la médecine du sommeil aussi un petit peu comme ça, on dit le patient il est soit insomniaque, soit hypersomniaque, ou il a une plainte d'hypersomnolence, mais il peut pas avoir les deux. Je pense que ça, pareil, il faut vraiment y revenir, parce que on a évidemment, et c'est notre expérience clinique, on a des patients qui sont insomniaques et somnolents en journée. Et ce qu'on montre, notamment sur une dernière publication avec Julia Maroni, c'est qu'en plus ces insomniaques somnolents, c'est les plus sévères. Ils sont plus déprimés, ils ont plus d'idées suicidaires, ils consomment plus de psychotropes, et probablement, et ça c'est des travaux qu'il va falloir qu'on fasse, mais dans les apnées, dans tout ça, on le sait bien, quand on est somnolent, c'est eux aussi qui ont le pronostic cardiovasculaire le plus mauvais,
et l'espérance de vie la plus mauvaise, ils ont plus d'accidents, ils ont plus... Donc ça aussi, c'est-à-dire là, pour aujourd'hui, il y a ces histoires d'horloge, évidemment, d'inertie au réveil qu'il va falloir regarder, mais il y a aussi, ça fait partie de la pathologie à insomnie. Et dans l'insomnie, il y a un certain nombre de patients qui sont somnolents. Et donc, vous voyez, on va essayer de les faire dormir la nuit, mais il va falloir essayer de les éveiller le jour. Et là aussi, ça ouvre plein de nouvelles pistes de prise en charge tout à fait spécifiques. Voilà, je ne sais pas, Julia, si tu voulais compléter sur cette dernière question ou... Non, c'est tout à fait juste. Il y a juste quelqu'un qui pose aussi la question des cauchemars. Faut pas oublier qu'effectivement, le trouble insomnie, c'est associé à plein d'autres pathologies. Ça peut être associé à une maladie des cauchemars. Il y a 70% des patients qui ont cette comorbidité, trouble insomnie et maladie des cauchemars. Donc, à chaque fois que vous aurez un trouble insomnie, il faut vraiment rechercher les comorbidités. Et la prise en charge se fera souvent en parallèle et de la maladie des cauchemars et du trouble insomnie. Et pour les autres comorbidités, c'est pareil. Toujours la prise en charge double. Donc, écoutez, merci beaucoup. On est obligé malheureusement de clore ce webinaire qui sera disponible en replay si vous le souhaitez, sur le site de la FPBN et sur la chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé de recevoir les news, les informations, vous pouvez devenir membre de l'Association française de psychiatrie biologique et de neuropsychopharmacologie. Et puis en 2025, on va à nouveau organiser d'autres webinaires avec la FPBN, avec cette section sommeil et psychiatrie, avec d'autres sections. Et puis, si vous n'êtes déjà pas inscrit, vous savez que en début d'année, en fin janvier, on a la journée nationale de SOPSI, de sommeil et psychiatrie, avec des ateliers le jour d'avant. Donc là aussi, on vous invite très largement à aller voir le programme sur le site de la FPBN, mais aussi à vous inscrire à cette journée gratuite grâce aux sponsors de la journée. Voilà, merci encore à tous. Merci à nos deux orateurs pour la qualité des présentations. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi.